Bonjour, c'est Cryptoly, j'espère que vous allez bien en ce début de semaine. On a eu un week-end qui était quand même entre les accélérations des altcoins, le repli, un BTC qui a rangé, qui n'a pas pris de décision. D'habitude, le dimanche, on est censé avoir du volume. Là, on n'a pas eu de volume alors qu'on est devant les 100 000 $. On a même eu un repli avec des liquidations, on va en parler un petit peu après. Est-ce que c'est une opportunité ou pas? Est-ce que c'est terminé ou pas? Mais quand on voit ça, c'est là où on se pose quand même pas mal de questions, si oui ou non les retails sont vraiment là, ils sont vraiment positionnés sur BTC. Normalement, le week-end, on est censé avoir du volume, là c'est pas le cas. On voit que c'est majoritairement la semaine, et la semaine c'est du volume institutionnel. Donc, on peut se demander si on est vraiment dans la phase d'hyper-accélération, et je vais essayer d'y répondre le mieux possible dans cette vidéo. On va commencer tout de suite par les liquidations qu'on a eues ce week-end. Liquidation qu'on a eu majoritairement dans les autres, qui représentent les altcoins en dehors de BTC et Ethereum. On a du Doge, on a du XRP, on va avoir du SEN, mais c'est majoritairement du long, donc on a liquidé beaucoup d'altcoins en long. On en avait parlé, c'est funding rate qui représente l'état du positionnement du marché, est-ce qu'ils sont majoritairement longs ou pas, et on voit que ça a commencé à chauffer, on voit que ça a commencé légèrement à chauffer durant le 22, le 23, le 24, et on voit qu'on a liquidé avec les mèches, on a simplifié, on a eu cet aspect orange qui commence à disparaître pour retrouver sur du vert. Bon, ça veut dire qu'il y a eu un petit nettoyage qui a été fait, je dis bien petit parce que quand on regarde le total 3, qui représente la totalité des crypto-monnaies en dehors de BTC et Ethereum, on voit qu'on a ravalé une partie de la mèche, mais c'est relativement clean, étant donné qu'on maintient toujours des niveaux très forts, et tant qu'on maintient ces niveaux-là, et qu'on n'a pas ici un retest très fort, ça veut dire qu'on n'aura pas de grosses liquidations sur BTC et sur Ethereum. Donc c'est un niveau vraiment à surveiller. Donc pour moi, les altcoins, il y a eu une purge, petite purge, qui est pas non plus énorme, et on est peut-être en attente d'un redépart haussier, notamment avec l'ouverture du marché américain, on va en reparler dans quelques instants. Mais avant de parler de Bitcoin, j'ai une annonce à faire sur le 1er décembre à 18h. Et oui, parce que je vais faire une masterclass, un live, dans lequel je vais passer en revue le marché, ma vision concrète, ce qui va se passer, ce qui est en train de se passer au niveau des altcoins, quels vont être les altcoins qui vont certainement surperformer sur la alt season que l'on attend. Est-ce qu'on l'attend sur fin d'année? Est-ce qu'on l'attend réellement sur janvier, février? Globalement, je vous donne toutes ces informations-là dimanche 1er décembre à 18h. Pour vous inscrire, c'est simple, c'est en commentaire et en description. Et on est reparti sur Bitcoin. Juste pour vous donner une image, on est sur une vue mensuelle en logarithmique. Pour vous donner une bonne représentation, logarithmique étant une vue en pourcentage et pas en numéraire, c'est-à-dire que l'implication du volume d'accélération est identique, et donc ça nous permet de comparer cette bougie mensuelle du mois de novembre. Alors oui, je suis d'accord avec vous, le mois de novembre n'est pas terminé, il sera terminé à la fin de cette semaine, mais c'est pour vous donner une bonne idée de ce à quoi ça peut ressembler par rapport au bull run précédent. Je vais vous dire, on est entre ces deux bougies-là, donc on est bien dans cette phase d'hyper-accélération, on est à l'entrée, globalement, de cette phase d'hyper-accélération. C'est juste pour vous montrer où nous sommes actuellement, et faire relativiser par rapport au fait que ce week-end, on n'a pas beaucoup bougé sur Bitcoin, qui nous montre qu'on n'a pas encore beaucoup de nouveaux arrivants, et donc ça va être l'ouverture du marché américain qui va être essentielle. On va revenir dessus encore une fois dans quelques instants, mais l'ouverture du marché américain, c'est là où on va voir si oui ou non on continue à avoir des injections de liquidités qui sont toujours très conséquentes au niveau des ETF. On voit bien que la semaine dernière, on a enchaîné les jours à 250 millions, 800, 700, 1 milliard, 500 millions. Bref, on embraye, et ça montre à quel point on a de la liquidité qui se déverse, liquidité institutionnelle qui se déverse. Et c'est quelque chose qui est différent par rapport à ce qu'on avait pu connaître avant, parce que maintenant on a MicroStrategy, maintenant on a les ETF, donc on a des moyens facilitateurs d'accès à Bitcoin. Bref, c'était juste pour vous faire prendre un petit peu de recul, pour vous montrer où on en était. On va rentrer dans le vif du sujet au niveau de BTC. BTC, où on a eu quand même un week-end qui était un petit peu dans le rouge. Alors là-dessus, il faut encore une fois relativiser un petit peu, on a fait un top, et on a fait une chute de 3%, d'accord? C'est relativement faible. On a laissé un gap CME qui est une rupture du cours entre l'ouverture du Chicago Mercantile Exchange et sa fermeture vendredi soir, ouverture lundi matin, et donc généralement ces gaps CME sont menés à être comblés. On a un qui est ici, alors on a un qui est beaucoup plus bas, mais en tout cas on va se concentrer sur celui-là. Donc ça veut dire qu'on devrait avoir une phase d'accélération, notamment avec l'ouverture du marché américain. C'est quelque chose qui serait plutôt positif, avec une dynamique plutôt haussière, surtout que quand on regarde le travail qui a été fait ce week-end,
bon, ben, on voit bien qu'il n'y a pas de volume, d'accord? On voit bien la diminution du volume durant toute cette période-là. On la voit bien ici, donc il n'y a pas de volume, il n'y a pas d'entrée, il n'y a pas de sortie. On a eu une forme de cric descendant, plutôt classique, avec derrière première impulsion et liquidation, qui ressemble grandement d'ailleurs à une A, B, C de continuation de tendance, quelque chose qu'on retrouve avec notamment ce mouvement haussier dans lequel on a fait un plus haut, on a fait un retest et on est reparti, donc c'est tout ce mouvement-là, et on voit bien qu'on est bien dans les 382,05 de continuité, donc on a une belle réaction ici, mais on n'est pas allé chercher les liquidités qui se trouvent au niveau du gap CME d'ailleurs, hein. Toutes les liquidités qui se trouvent là, ce sont les liquidités qui sont laissées par le travail du cours durant le week-end, et quand on voit des bougies comme ça, on a laissé quand même pas mal de choses derrière, et je pense que ce serait intéressant de voir le cours, aller liquider tout ça, et refaire un test sur les 100 000. De toute façon, dans tous les cas, il va falloir plusieurs tests pour pouvoir le faire. Quand on regarde, quand on a passé les 10 000 $, ça s'est fait sur quelques minutes, quelques heures, dans lesquelles on a grindé à plusieurs reprises la poche de liquidité qui était dans les 10 000 $, jusqu'à la dernière fois où globalement on a fait du surplace jusqu'à ce que l'order book soit vide, l'order book de vente, et ensuite on a éclaté à la hausse. Donc on pourrait estimer que ça se fasse de la même façon sur un niveau aussi important que les 100 000 $. Alors niveau important, oui, et tellement important qu'on en parle quand même un petit peu partout. On a eu droit sur France 2, 20h, quand même encore une fois hier, le Far West, chute vertigineuse, les banques centrales européennes déconseillent d'investir, le fils de Christine Lagarde a tout perdu, et donc on compare quand même toujours à quelque chose qui n'est pas réel, malgré le fait qu'on note une petite amélioration, mais ça reste quand même très faible par rapport à ce que l'on a pu voir. Et si avec ça, j'ai envie de vous dire non, parce qu'on regarde que la France a banni Polymarket, l'application qui avait servi à faire du pari sur l'élection américaine. Alors oui, en France, c'est excessivement réglementé, et surtout il y a une mainmise de ce côté-là, néanmoins on a interdit directement l'utilisation de Polymarket. Et j'ai envie de vous dire, est-ce que on doit vraiment s'éloigner de cette image-là? Comment on peut justifier cette image-là? Quand on regarde ce qui se passe avec un enfant de 12 ans qui rugue 50 000 $ sur un token, et c'est pas le seul, parce qu'on a vu quand même un pléthore en ce moment, comment veut-on justement afficher une image plutôt clean, plutôt propre? Ils vont aller se nourrir directement de ce type d'histoire pour alimenter le fait que on est dans un Far West, que la Banque Centrale Européenne déconseille d'investir parce que c'est n'importe quoi, bref, blablabla. Donc on a quand même une image et une distorsion de cette image dans lequel là on parle de memecoin avec des micro market cap et à côté on a quand même Bitcoin, et le problème c'est que les gens font l'amalgame. Bref, aux USA c'est quand même un petit peu différent, on a eu une accélération haussière au niveau du marché, c'est plutôt agréable, Nasdaq le porte, hein, on va pas se le cacher, on a plusieurs éléments qui rentrent dedans. On sait que c'est lié principalement à l'intelligence artificielle dans lequel on considère que les LLM, l'équivalent de ChatGPT, sont arrivés à une utilisation maximum. Maintenant, il faut plus, et on parle d'agents d'intelligence artificielle qui combinent en fait tous les éléments des LLM et ensuite de la réflexion multivectorielle au niveau de l'intelligence artificielle. Et qui sont les leaders dedans? J'ai envie de vous dire, c'est les USA avec derrière le Nasdaq. On rappelle que c'est la représentation de la tech US, et donc quand on parle ici d'IA, on est obligé de parler forcément aussi de Nasdaq. Donc au niveau des USA, on est à fond sur la tech, sur l'intelligence artificielle. On a un cadre réglementaire qui est en train de s'assouplir sur les cryptos, en tout cas on l'espère, avec Gary Gensler qui part de la SEC, alors du coup ça fait plaisir à beaucoup de monde, et aussi on voit une accélération des partenariats avec SUI par exemple, qui fait un partenariat stratégique avec Franklin Templeton Digital Asset, qui est plutôt positif pour le développement de SUI, donc ça veut dire qu'on va avoir certainement un certain nombre de fonds qui vont arriver sur SUI pour pouvoir avoir un écosystème totalement développé. À côté, nous avons Tether qui continue à miner 3 milliards de dollars d'USDT, d'accord, donc énormément d'injections de liquidités. On peut le retrouver ici, hein. Malgré le fait qu'on injecte beaucoup de liquidités, on voit que ces liquidités sont absorbées par le marché, parce que là on a la représentation des stablecoins divisée par, ici, total market cap, donc ça veut dire la totalité des cryptos, et plus ça descend, plus on voit que la part des stablecoins diminue sur l'ensemble du marché, ça veut dire qu'il est injecté directement dans les autres cryptos actifs, et quand on voit qu'on mine 3 milliards de dollars, et que derrière, il n'y a absolument pas de changement de temps, parce que ce n'est pas juste 3 milliards de dollars, mais ça continue régulièrement ce type de création monétaire, donc il y a beaucoup d'injections de monétaire qui se fait au niveau du marché,
et qu'on couple ça avec les achats qui sont effectués sur les différents ETF, j'ai envie de vous dire que c'est plutôt positif pour les crypto-monnaies. Même pour Tether, on voit que c'est en train de se simplifier, la réglementation aide, je pense, où on a Cantor qui est rentré à 5% sur les parts de Tether. Là-dessus, c'est très important parce que Cantor, c'est eux qui détiennent et qui gèrent la réserve de Tether, les 133 milliards de dollars, d'accord, 133 milliards de dollars qui sont aussi majoritairement des parts du trésor américain. Et quand on voit ça, ça veut dire que, en effet, les soucis de Tether aux US vont certainement se simplifier, ou en tout cas vont rentrer dans une action forte, très forte, pour faire en sorte que Tether rentre dans la réglementation, une réglementation qui sera peut-être même propre à Tether. À surveiller, dans tous les cas, dès janvier, on devrait commencer à avoir des nouvelles de ce côté-là. N'oubliez pas que c'est encore Black Friday sur certains outils, comme par exemple TradingView. Tous les outils que vous utilisez, pensez à faire votre shopping durant Black Friday, vous avez moins 60, moins 70%. Ça vous permet de pouvoir vous offrir des outils importants. C'est le moment, si jamais vous vous posiez la question, de passer sur potentiellement un premium. Au niveau des chiffres, BTC, on revient toujours sur Bitcoin important. Court terme, on voit que on a eu une petite chasse aux liquidités, mais ça n'a pas du tout bougé le nombre de contrats. On voit que ça a très peu impacté. Donc le marché, on a fait, oui, une petite chasse de liquidité, plutôt sur les altcoins, hein, c'est ce que je vous disais en début de vidéo. Sur Bitcoin, assez peu de mouvement. Si on veut aller chasser, il va falloir aller beaucoup plus bas. Il va falloir aller chasser des niveaux en dessous des 92 pour pouvoir aller liquider une grosse partie. Donc là-dessus, le mouvement baissier qu'on a vu, c'est un mouvement baissier qui est pur, vraiment altcoin pour alléger un petit peu. Et quand on regarde un petit peu plus loin en dessous des 92, on voit qu'en effet, sur les 88, on a quand même pas mal de liquidités qui correspondent ici à cette zone de travail du prix dans lequel on avait fait une forme de latéralisation avant de faire l'attaque des 100 000 $. Première attaque, on va retourner dedans, et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on cumule quand même pas mal de liquidités. Plus on reste et on travaille cette zone-là, plus on va avoir une zone de liquidité qui va être importante, qu'on pourra aller chercher assez rapidement. Et pour revenir sur Bitcoin, je pense qu'on va avoir une ouverture américaine qui va être vraiment essentielle pour bien valider une deuxième attaque sur les 100 000 $ et voir la réaction que l'on a. Pour moi, on est dans la typologie du travail de prix plutôt classique sur une grosse résistance, c'est-à-dire plusieurs accélérations avant d'avoir une compression pour ensuite éclater un petit peu ce que l'on voit ici, hein, dans lequel on a bien une compression qui se fait pour retravailler une résistance et ensuite passer et casser à la hausse avec peut-être un retest et une accélération. À surveiller, est-ce que dans les 100 000 $, ça va être ça, ou est-ce qu'on aura une correction sur le mois de décembre avec une respiration du marché qui arrive assez régulièrement au niveau de BTC, entre 15, 20, 30%, mais ça on en parlera à un autre moment. Je vous rappelle que vous avez en commentaire en description la possibilité de vous inscrire directement pour le dimanche 1er décembre à 18 h, et j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas, likez, partagez et abonnez-vous.